le troisième webinaire qu'on anime. Notre intention était de se focaliser sur le Covid-19 et ses répercussions sur la cardiologie. D'abord par le phénomène de la thrombose, et c'est pour ça qu'on a commencé à parler de la thrombose avec Ismaël Elalami la dernière fois. Et là, nous allons aborder les accidents vasculaires cérébraux observés au cours du Covid-19. Alors, je vous donne la parole à tous les deux. C'est à vous. D'accord. Déjà, merci de m'avoir invité à participer à cette réunion. Je suis ravi. Moi, je vais vous parler donc en mon nom et au nom d'Ocine, hein, puisqu'on a beaucoup travaillé sur les patients qui ont présenté des AVC et l'association avec l'atteinte au Covid-19. Je vais essayer de partager l'écran et que ça marche bien. Vous allez me dire si vous arrivez à voir. Ah, là, je ne peux pas partager l'écran, c'est désactivé. Alors, l'animateur a désactivé le partage d'écran. Ça, c'est pas bon. Alors, ça va aller. Voilà. Et je vais mettre en plein écran. Et normalement, c'est bon. Oui. Voilà. Voilà, super. Alors, les diapos sont en anglais. Je suis désolé parce que j'ai dû présenter plusieurs fois. On a dû présenter plusieurs fois à des groupes internationaux. Et donc, c'était plus facile en anglais. Mais de toute façon, moi, je vais tout vous raconter en français. Et donc, on va parler de la prise en charge endovasculaire des AVC de manière générale pendant la période épidémique et plus spécifiquement des AVC avec une association à une infection Covid-19 confirmée pour voir s'il y a des différences avec les patients qui ont un AVC de manière générale sans Covid-19. Donc, cette publication qu'on a pu faire dès le début de l'épidémie, ce qu'on a observé, en fait, c'est que de manière globale, sur toute la France, il y a eu une baisse d'activité, d'une part, sur la thrombectomie mécanique. Et d'autre part, on a observé une augmentation significative des délais de prise en charge, en particulier pour les transferts, les patients qui sont premièrement pris en charge dans un centre, puis qui doivent nous être adressés pour la thrombectomie mécanique. Donc ça se comprend assez aisément parce qu'en fait, les systèmes de soins, notamment les SAMU, pour nous, étaient complètement dépassés par la prise en charge des patients Covid-19. Et alors, du coup, ça s'est ressenti puisque comme il n'y a pas assez d'ambulances pour prendre en charge tout le monde de manière optimale, les ambulances pour prendre en charge les patients qui présentent un AVC, ça a été plus long. Il fallait le temps de les libérer. Mais la baisse d'activité, on n'a pas tellement compris, notamment parce que la baisse d'activité a été observée de manière globale sur toute la France, alors que la plupart des régions en France ont été heureusement assez épargnées par le Covid-19 et qu'à cette époque-là, au moment où on fait cette constatation, globalement, à part la région Grand Est avec Strasbourg et Reims et l'Île-de-France, les autres régions en France ne sont pas touchées, mais pourtant, ils ont aussi observé une baisse de leur activité de thrombectomie mécanique. On va y revenir juste après. Donc, juste pour vous donner quelques détails, ça c'était en gros, on a pris 15 jours avant et 15 jours après le début des mesures de confinement en France par rapport au Covid-19. On avait 32 centres, donc c'est 30 sur 37 centres à l'échelle nationale, c'est beaucoup, qui pratiquent la thrombectomie. On avait 1513 patients. Et donc, ce qu'on a observé à l'échelle globale, y compris dans les régions où il y avait peu de Covid-19, c'est que le nombre de thrombectomies mécaniques qui est ici en jaune, qui était assez stable sur le premier mois, et ben là, dans les 15 premiers jours après le début du confinement, ça s'effondre, c'est une baisse d'environ 20% à l'échelle de la France, et ça coïncide avec le moment où le pic démarre. Ça suit de peu en fait le début de l'épidémie avec les mesures de confinement qui ont été mises en place. Donc 21% de baisse sur toute la France, c'est énorme, surtout parce que beaucoup de régions n'étaient pas touchées. Et puis une augmentation entre 20 et 40 minutes dans les délais de prise en charge de manière globale sur toute la France. Alors cette constatation ne s'arrête pas là. Les Américains, ils ont publié sur la base du logiciel Rapid, mais ils ont trouvé exactement la même chose. Le logiciel Rapid, je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais c'est un logiciel qui s'est répandu très fortement aux États-Unis et qui sert à faire du diagnostic rapide d'AVC ischémique
avec en particulier une interprétation automatisée de la pénombre en perfusion. Et c'est un logiciel qui a été répandu dans de très nombreux centres parce que ça évite d'avoir un neuroradiologue spécialiste sur place. Et ce logiciel, donc, il a été répandu aux États-Unis de manière assez vaste et utilisé de manière très importante depuis bientôt 1 an aux États-Unis pour tous les diagnostics ou suspicions d'AVC ischémique au travers des États-Unis. Et donc, leur étude, c'est 850 hôpitaux, 230 000 patients, d'un peu plus, de juillet 2019 à avril 2020. Donc, ça inclut le début de la pandémie aux États-Unis. Et eux, ce qu'ils ont observé, c'est une baisse de 39% de l'utilisation du logiciel à partir du moment où le confinement dans certaines régions et la pandémie a démarré aux États-Unis. Donc, eux, ils en ont tiré les mêmes conclusions que nous. Il y a moins de patients qui sont pris en charge pour les AVC ischémiques de manière globale aux États-Unis. Et comme nous, ils se sont un peu interpellés sur le fait que ce soit observable de manière globale partout aux États-Unis et pas seulement dans les régions massivement touchées, puisqu'il y a certaines régions, notamment dans le sud des États-Unis, en Floride et en Californie, où c'est en train d'exploser, là, le Covid, mais à l'époque, il n'y en avait quasiment pas. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Pour l'instant, on ne sait pas, mais il y a des hypothèses. Il y a une hypothèse qui serait que depuis le début de l'épidémie, il y a moins d'AVC. Ça, on a du mal à y croire parce que le Covid-19 soit associé à plus ou moins d'AVC, comme ça n'a touché que 2 à 3% de la population de manière globale, on ne voit pas comment ça pourrait impacter de manière aussi significative les chiffres. Par contre, l'hypothèse qu'on peut tirer de nos observations, que ce soit aux États-Unis ou en France, c'est que les patients, ils ont eu peur de consulter à l'hôpital à cause de l'épidémie et des mesures de restriction. Ils ont eu peur d'attraper le virus à l'hôpital et donc ils ont moins consulté en urgence pour leurs AVC, notamment les AVC avec des NIHSS bas, ça c'est l'hypothèse la plus probable. Et donc, à cause de ça, ils sont moins arrivés dans les délais pour une thrombectomie mécanique et donc on a été moins sollicité pour faire des thrombectomies mécaniques chez ces patients. L'hypothèse de l'impact social et de la peur sur les patients, elle convient mieux pour expliquer l'augmentation, la baisse d'activité globale, y compris dans les régions où il n'y a pas eu de virus. Encore une fois, ce ne sont que des hypothèses, puisque pour l'instant, ce n'est pas vérifiable. Probablement, ce qui serait très intéressant, c'est de regarder sur des registres nationaux s'il y a eu autant d'AVC que d'habitude ou pas. Après, s'il y a eu plus ou moins d'AVC, ce serait encore plus intéressant. Mais si le nombre d'AVC global n'a pas bougé, probablement que l'hypothèse de la peur et de l'impact social du Covid et des mesures de confinement explique cette baisse d'activité. Alors, sur le lien entre le Covid-19 et la thrombose, il y a énormément de publications qui sont sorties maintenant. Là, je vous en ai sélectionné que 2. C'est des articles qui sont facilement retrouvables. Là, vous avez le titre, c'est un du New England et un de l'Intensive Care Medicine. Dans ces 2 études, ils rapportent une association forte entre le virus, les patients infectés par le virus, et un surrisque de thrombose. Alors, comme c'est des patients de réanimation, dans la plupart des cas, la thrombose principale qu'ils ont eue, c'est des embolies pulmonaires, mais pas que. Il y a des ischémies de membres inférieurs, il y a des thromboses périphériques et il y a des AVC de rapporter. Pas dans ces 2 études-là, ils en parlent très très peu, mais ils en parlent un peu dans les articles que je vais vous détailler un peu plus tard. En tout cas, notamment sur des séries autopsiques, ce qui est ressorti, c'est qu'il y avait des lésions endothéliales, donc une anomalie de la paroi des artères, une microangiopathie, donc une anomalie des capillaires, avec une charge en microthrombus très importante. Et ça, moi, je voulais sélectionner parce que dans la recherche qu'on a faite par rapport à l'association entre le Covid-19 et les AVC notamment, pour comparer à des choses comparables, il faudrait comparer à des patients qui ont eu la grippe, par exemple, qui ont eu d'autres virus, qui ont d'autres infections pulmonaires, parce qu'évidemment que l'infection de manière globale et de manière locale ajoute un risque de thrombose. C'est bien connu pour les thromboses cérébrales, c'est bien connu pour les thromboses au niveau abdominopelvien. Et donc, dans cette étude du New England, ils ont comparé à des patients qui avaient une grippe, qui avaient été hospitalisés dans leur centre. Et donc, la différence de charge en microthrombie dans les capillaires était 9 fois supérieure chez les patients atteints de Covid-19 en comparaison aux patients atteints de la grippe. Donc, c'est quand même une différence énorme. De même, l'angiogenèse qu'ils ont observée, c'est-à-dire l'inflammation des parois artérielles au niveau des vaisseaux
chez les patients Covid-19 était 2,7 fois supérieure à celle observée chez les patients qui ont la grippe. Donc, à choses égales, comparativement à une infection virale respiratoire mieux connue, le Covid-19, on a l'impression qu'il est responsable de plus de phénomènes thrombotiques et de lésions endothéliales que les autres virus. Ça, c'est une étude de réanimation. Principalement, ce qu'ils ont montré, c'est beaucoup d'embolies pulmonaires. Et ils ont comparé à d'autres patients de réanimation et à des patients qui avaient des atteintes respiratoires également virales, mais non Covid-19. Et là encore, ils sont assez flagrants. Il y a eu beaucoup plus d'événements thrombotiques chez les patients atteints de Covid-19. Alors, pour ce qui nous intéresse un peu plus, et ça va répondre à quelques questions qui m'ont déjà été posées avant la conférence. Les études sur l'AVC et les manifestations neurologiques associées au Covid-19, il commence à y en avoir pas mal. La première étude que je vous montre ici, c'est une étude sur des patients chinois à Wuhan, et c'est les manifestations neurologiques. Alors, quand on regarde uniquement les manifestations neurologiques, qui sont principalement des symptômes à type de confusion ou d'anosmie ou de troubles auditifs, eh ben, comparativement entre les patients sévères, donc avec des atteintes respiratoires sévères du Covid-19, par rapport à des patients non sévères, on observe beaucoup plus de manifestations neurologiques, 45%, contre 30% chez les patients qui n'ont pas une atteinte sévère de Covid-19. Donc là, on ne parle que de patients qui ont du Covid-19. Si on regarde pour les AVC, alors ils ont mélangé AVC ischémique et hémorragique. C'était parce que ce n'est pas une étude qui s'intéressait spécifiquement aux AVC. Ça s'intéressait globalement aux manifestations neurologiques. Et donc, mélanger ischémique et hémorragique, quand on parle du Covid-19, probablement, ça n'a plus trop de sens parce qu'il n'y a pas tellement eu de problèmes hémorragiques de rapporter chez ces patients-là. Mais en tout cas, dans cette étude, ils montrent 6% quasiment d'événements d'accidents vasculaires cérébraux chez les patients sévères du Covid-19 contre moins de 1% chez les patients non sévères atteints de Covid-19. Donc, il y a quand même une différence entre les patients sévères et les patients non sévères atteints du Covid-19, y compris pour ce qui est de l'AVC ou des manifestations neurologiques. Pour ce qui est des AVC ischémiques avec occlusion des gros vaisseaux, donc là, je vous ai mis les deux premiers papiers qui sont sortis. C'était des études de cohorte. Alors, dans ce groupe, vous avez 5 patients. Dans cette seconde publication, juste en dessous, 6 patients. Donc, c'est très faible. Le principal, c'est très descriptif. Ils n'en ressortent pas grand-chose, à part que ça existe. On a vu des AVC avec du Covid-19 à la PCR nasopharyngée. Moi, ce que j'ai réussi à faire ressortir de ces articles et qui m'a interpellé, parce que c'est ce qu'on a observé également chez nous, c'est qu'il y a une part significative des patients décrits qui a des atteintes pulmonaires ou en tout cas respiratoires très faibles, très modérées, voire inexistantes au moment où ils font l'AVC. Dans cette étude, 40%, 60% même, et dans cette étude, 33%, qui sont des patients qui, au moment où ils font leur AVC, soit ils n'ont ni fièvre, ni toux, ni dyspnée, soit une toux ou une fièvre très modérée, ils ne sont pas hospitalisés, ils n'ont pas besoin d'oxygène. Et donc, c'est des patients qui sont à la maison et qui, d'un coup, vont faire un AVC. Donc, c'est à peu près tout ce qu'on peut tirer de ces deux publications. Plus récemment, il y a eu une publication un peu plus significative, qui est la série de New York. Et donc, eux, ils se sont intéressés. Donc, c'est le 20 mai, ça a un mois. C'était sur leurs 3500 premiers patients hospitalisés avec un diagnostic de Covid-19. Eux, ce qu'ils ont observé, c'est un taux de 1%, 0,9%, d'AVC ischémique confirmé à l'imagerie. Alors, déjà, il y a une première chose à noter. Il y a beaucoup plus de patients que dans les autres études, donc c'est un peu plus intéressant. C'est des patients hospitalisés. Donc, ce n'est pas les patients qui sont d'emblée à domicile et qui vont arriver avec un AVC ischémique. Donc, ça, c'est une différence aussi par rapport aux autres séries qui avaient été publiées avant. Et ils disent bien, c'est des AVC prouvés en imagerie, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait d'imagerie cérébrale à tous les patients qui avaient des manifestations neurologiques. Eux, ils ont juste pris la cohorte de départ et ils ont dit, voilà, à quel patient on a fait une imagerie cérébrale. Sur ces patients qui ont eu une imagerie cérébrale, combien ont un AVC ischémique confirmé? Et donc, ce taux, il est de 0,9%. Donc ça, c'est un taux qui est plutôt rassurant. Les Chinois avaient parlé d'un taux de 6%
dans la série que je vous ai montrée un peu plus tôt, qui était un peu plus alarmant. Encore une fois, on n'est que sur des patients déjà hospitalisés pour du Covid-19. Donc, même si c'est des atteintes peu sévères, ce ne sont pas forcément des patients de réanimation. Sur 3500 patients, ça commence à être un chiffre significatif. On n'a que 1% d'AVC. C'est plus que de la population générale, c'est évident, mais ce n'est pas non plus un chiffre extrêmement alarmant. Alors, ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'il y avait plus d'AVC cryptogéniques, c'est-à-dire de patients qui avaient un AVC sans ACFA et sans sténose carotidienne évidente. Ce n'est pas des patients qui ont eu des bilans très complets, c'est juste que de manière évidente, ils n'ont pas trouvé. Et donc, ce qu'ils ont observé aussi, c'est qu'ils avaient des taux de dédimère plus élevés et des NIHSS plus élevés comparativement à des cohortes historiques de patients qui n'avaient pas le Covid-19. Dans ces patients, donc ça représente 27 patients, les patients qui ont fait un AVC ischémique qui sont décrits dans cette série. Il y en a 26% qui n'avaient pas besoin d'oxygène, donc qui avaient des symptômes modérés du Covid-19. Il y en avait qui étaient sortants d'hospitalisation le jour où ils ont fait leur AVC, donc qui n'avaient même plus de fièvre ni de dyspnée au moment de l'AVC. Ce qui est intéressant aussi, c'est que globalement, c'est 7 jours le délai entre le début du Covid-19, des symptômes, et le moment où ces patients font leur AVC. Alors, pour notre expérience en Île-de-France, là, je vous ai mis les centres. Donc, il y a Mont-d'Or, Bicêtre, le groupe hospitalier Sainte-Anne, la Pitié-Salpêtrière, la Riboisière. Ici, vous avez Foch et là, il y a nous. Alors, ça, c'est le nombre de patients qu'on a fait qui sont des AVC traités par thrombectomie mécanique avec du Covid-19 confirmé, soit en scanner, soit en PCR nasopharyngé. On en a pris beaucoup plus que les autres, ce qui nous a permis d'avoir une meilleure expérience et un meilleur regard sur cette pathologie probablement. Ce qui explique qu'on en a pris beaucoup plus que les autres, c'est que notre centre, c'est un centre tête et cou. On ne fait pas de pathologie générale. Et donc, très vite, au début de l'épidémie, il a été décidé que les hôpitaux généraux allaient focaliser leur attention sur les patients respiratoires et que nous, de manière cohérente, on allait s'occuper des manifestations plus orientées neurologiques. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, notre réanimation, elle avait 10 lits initialement. On est quand même passé à 40 lits pour prendre des patients atteints du Covid-19 respiratoires sévères. Et puis, on a eu beaucoup de patients hospitalisés. Mais en tout cas, comme on a favorisé l'orientation des patients neurologiques vers notre centre, on a eu plus de patients Covid-19 à traiter par thrombectomie mécanique dans notre centre, ce qui nous a permis de bien appréhender le problème. Comment on a géré cet afflux de patients ? Dès le début de l'épidémie, ce qu'on a décidé de faire, c'est que pour tous les patients, qu'ils soient Covid-19 confirmés ou pas, il fallait se protéger. Alors, c'était un problème parce qu'il y avait peu de masques FFP2, il y avait peu de visières de protection, il y avait peu de combinaisons. Comme vous voyez, là, c'est des agents du SAMU qui arrivent en combinaison complète. On avait peu de tout ça, mais on s'est forcé à faire au moins la visière et un masque FFP2 pour tous nos AVC, au moins pour le premier opérateur et pour l'équipe d'anesthésie qui prenait en charge le patient. Pourquoi on a décidé de faire ça ? Parce qu'en fait, quand le patient il arrive avec son AVC pour une thrombectomie mécanique, la plupart du temps, il a un NIS élevé, il a un déficit important, il a été pris en charge de manière très rapide et déjà de manière globale, les antécédents du patient, on a du mal à les avoir. Alors, s'il a fait de la fièvre ou de la toux dans les jours d'avant, on ne le sait pas. Et puis, nous, on n'a pas le temps de lui faire un scanner thoracique de manière systématique juste avant la procédure. On a peur que ça leur fasse perdre du temps pour la thrombectomie. Et donc, on a dit au moins FFP2 et masque pour tous les AVC qui arrivent pour une thrombectomie mécanique, puisqu'on n'a pas le temps de faire un screening approprié. Ce qu'on a fait aussi, c'est que notre équipe habituelle, alors elle est assez fournie, je ne sais pas si vous avez la chance d'avoir ça dans tous les centres. Nous, notre équipe, c'est pour la NRI un senior, un junior, c'est-à-dire un interne en neuroradio, et un technicien, c'est-à-dire un manipulateur radio. Et pour l'anesthésie, on a un senior de radiologie et puis une infirmière anesthésiste. Donc ça nous permet de prendre en charge les patients de manière générale en dehors du contexte de Covid-19. Ce qu'on a fait pour la période épidémique, c'est qu'on a augmenté notre équipe avec 2 manipulateurs radio et 2 infirmières pour toutes les thrombectomies, tout simplement parce que ce qu'on voulait, c'était avoir une personne en salle et une personne hors salle en permanence, de sorte que toutes les actions puissent être faites,
mais on ne voulait surtout pas qu'il y ait des allers-retours de l'intérieur à l'extérieur de la salle pour ne pas contaminer l'environnement extérieur à la salle. On considérait que tous les patients pouvaient être Covid-19 et que s'il y avait une infirmière anesthésiste ou un manipulateur radio qui se baladait entre l'intérieur et l'extérieur de la salle, eh ben, il allait contaminer toutes les surfaces, il allait contaminer l'air en dehors du bloc opératoire. Et après, de tout désinfecter, c'est trop compliqué. Et donc, on a dit, pendant toute la procédure, il y a un manipulateur radio et une IAD qui sont habillés de manière complète pour le Covid-19. Ils restent en salle et puis à la fin de la procédure, ils enlèvent leur masque et ils sortent. De cette manière aussi, on a limité la consommation en masque, paradoxalement, puisque si on sort qu'une seule fois de la salle en fin de procédure, eh ben, on n'a pas besoin d'enlever son masque et de remettre un nouveau masque à chaque fois qu'on rentre dans la salle. Et donc, pour ça, eh ben, ça nous a permis d'économiser un petit peu sur les masques. Pour l'habillage, c'était toujours à l'extérieur du bloc. Donc là, vous avez une de nos assistantes qui s'habille. On mettait aussi une deuxième Charlotte, parce que si jamais on se disait il y a des projections, alors on en est revenu de tous ces trucs-là un peu maintenant, parce qu'on a l'impression que la contamination est moins importante que ce qu'on a pu penser au début. Mais comme au début, on ne comprenait rien, on ne savait pas si les crachats, si la toux, la respiration pouvaient contaminer tout l'environnement. On préférait porter 2 Charlottes et puis on avait le masque pour les yeux et le masque FFP2 pour protéger les narines et la bouche pour être sûr de ne pas se contaminer. Sinon, le reste de l'équipement, c'est le même. L'habillage se fait hors salle comme ça. Tout cet équipement-là, il est sans risque de contamination par le patient. Là, vous avez les équipes avec un manipulateur en salle, un manipulateur à l'extérieur qui peut donner du matériel éventuellement s'il y a besoin de choses particulières à son collègue qui est en salle. Mais en tout cas, à l'extérieur, ils n'ont pas besoin de s'habiller avec des masques FFP2. Et puis à l'intérieur, par contre, ils restent avec le tablier et le masque FFP2 pendant toute la procédure. Et puis, pour ne pas perdre trop de temps, quand même, on avait le matériel classique de thrombectomie mécanique à l'intérieur de la salle qui restait en stockage. Et comme ça, en gros, un cathéter d'aspiration, un cathéter porteur, les introducteurs, un peu de contraste et des gants. Ça restait en salle. Comme ça, le matériel de base, il était à disposition pour toutes les thrombectomies. Mais ce matériel-là ne sortira pas de la salle avant d'avoir été finement désinfecté un jour, quand l'épidémie sera définitivement éradiquée. Donc, on ne sait pas quand ça va arriver. Alors, pour vous parler de notre première expérience sur le Covid-19, plus spécifiquement sur les patients atteints de Covid-19 et qui sont venus pour une thrombectomie mécanique dans notre centre, ça, c'est le premier article qu'on a publié. C'est un article qui s'est focalisé sur les 10 premiers patients qu'on a traités et qui étaient atteints d'une infection confirmée par PCR. On a comparé ça aux patients qui n'étaient pas atteints de Covid-19 avec une PCR négative ou pas de symptômes du tout et un scanner thoracique négatif pendant la même période. Donc, ce qu'on a constaté, d'une part, c'est que ces patients Covid-19 étaient un peu plus jeunes que la moyenne. C'est aussi ce qui est ressorti de l'étude de New York, qui est sortie une semaine avant nous, et des études chinoises qui sont sorties depuis. C'est des patients un peu plus jeunes. Nous, pour ce qui est des facteurs de risque cardiovasculaire, on n'a pas mis de différence significative. En tout cas, ce qu'on en a conclu, c'est qu'on avait globalement des patients qui avaient des facteurs de risque cardiovasculaire. Ce n'est pas des patients sans aucun facteur de risque. Comme ça a pu être dit sur la première publication du New England, où ils suspectaient chez les patients jeunes une thrombogenèse massive chez les patients atteints du Covid. Ça, on en est beaucoup revenu. En fait, probablement, ça fait décompenser les facteurs de risque préexistants. Ça peut faire décompenser une sténose carotidienne, ça peut faire décompenser une ACFA, ça peut faire décompenser ce qu'on voit aussi de temps en temps, c'est des diaphragmes chez les sujets jeunes au niveau du bulbe carotidien. Mais on n'a pas vu, nous, de cas où on a pensé que le patient avait des artères parfaites, aucun facteur de risque cardiovasculaire et que d'un coup d'un seul, il faisait un AVC massif avec du caillot partout. En tout cas, pas plus que ce qui peut arriver de manière exceptionnelle chez des patients non atteints de Covid-19. J'attire votre attention sur cette partie qui est coupée de la diapositive. C'est les patients qui avaient une anticoagulation avant de présenter leur AVC. En fait, on avait 3 patients déjà hospitalisés parmi les patients Covid-19 qui étaient hospitalisés pour une atteinte au Covid et qui étaient anticoagulés pour des suspicions de thrombose ou pour une suspicion de risque accru de thrombose sur une augmentation des dédimères. Donc, c'est 3 patients qui avaient une anticoagulation curative et un patient qui est venu de l'extérieur, qui avait présenté dans les mois avant un infarctus du myocarde et qui avait eu un stenting et qui avait anticoagulation curative plus antiagrégation. Et donc, au total, sur 10 patients, on en avait 4 qui étaient déjà anticoagulés de manière curative au moment de leur AVC.
Donc, on n'est pas convaincu que l'anticoagulation, ce soit une protection efficace contre l'AVC des gros vaisseaux chez les patients Covid. En tout cas, notre série ne donne pas cette impression. Pour autant, c'est 10 patients, donc on ne va pas tirer de conclusion hâtive non plus, mais en tout cas, on avait quand même 4 patients sur 10 qui étaient anticoagulés au moment de leur AVC. Pour ce qui est des symptômes du Covid-19 au moment de l'AVC, ça encore, c'est un truc qui nous a beaucoup marqué. C'est pour ça que j'ai insisté sur les publications précédentes. Nous, dans nos patients, on avait 70% des cas où il n'y avait soit pas du tout de symptômes, soit des symptômes très modérés. Et en tout cas, 70% de nos patients n'étaient pas à l'hôpital pour du Covid-19. Donc, ils pouvaient avoir un peu de tout. Dans 50% des cas, ils ont eu de la fièvre. Mais donc, ça fait 50% des cas où il n'y avait pas eu de fièvre et après, en réinterrogeant la famille, il n'y avait pas eu de fièvre dans les jours d'avant. Il n'y a pas eu de cas d'anosmie. Et donc, 2 patients n'avaient aucun symptôme du Covid-19 au moment de leur AVC. Ça a été diagnostiqué le jour de leur arrivée par une PCR et, pour certains cas, par un scanner thoracique. Le délai entre le début des symptômes du Covid-19 et le moment de l'AVC, c'était 6 jours. D'accord ? Alors, ça allait de 2 à 18 jours, mais le délai médian, c'était 6 jours. Pour ce qui est du scanner thoracique, nos patients, 8 cas sur 10, pour ces patients-là, on a eu de la chance. On a eu un scanner thoracique qui était soit immédiatement avant de prendre en charge le patient, parce que le patient avait des signes respiratoires et qu'on était un peu inquiet, soit parce que le patient il a pu avoir son scanner thoracique juste après pour l'orienter en hospitalisation, pour savoir si on le mettait vers un secteur plutôt Covid ou plutôt pas Covid. Et donc, sur ces 10 patients, 8 ont eu un scanner. Ces 8 patients qui ont eu un scanner, ils avaient tous des opacités thoraciques en verre dépoli, avec des réticulations, des trucs tout à fait typiques du Covid-19. Et donc, notre conclusion au moins sur la partie symptômes du Covid, elle est celle-ci. 70% de nos patients n'avaient pas ou peu de symptômes du Covid-19 avant leur AVC, donc on ne peut pas se fier à cette évaluation pour évaluer si notre patient qui présente un AVC, c'est un patient Covid. On ne recommande pas de s'embêter avec l'histoire de la maladie avant. Si le patient était hospitalisé pour ça, c'est évident qu'on sait qu'il est Covid et donc il faut le prendre en charge de cette façon. Mais si un patient est asymptomatique ou dit asymptomatique au screening des urgences ou par le SAMU ou par je ne sais pas quoi, ce n'est pas une source fiable d'information pour dire que le patient n'est pas Covid et donc on ne vous recommandera pas de prendre en charge ces patients-là sans protection adaptée, juste sur le fait qu'ils n'ont pas eu de symptômes ou qu'ils n'avaient pas de fièvre ou qu'ils n'avaient pas une dyspnée importante. Ce ne sont pas des patients Covid graves, dans notre expérience, qui ont fait des AVC et des gros vaisseaux. Par contre, pour le screening des patients, soit en pré-thrombectomie, soit juste après la thrombectomie, si on ne veut pas perdre de temps à faire le scanner thoracique, pour nous, c'est un bon examen parce que ça a permis de dépister du Covid-19 de manière très précoce, bien avant les résultats de PCR qui prenaient 48 heures au moment où on a commencé cette étude. Si dans votre centre, vous prenez en charge les AVC en faisant un scanner et un angioscanner, ce qui n'est pas le cas pour nous parce que dans la plupart des cas, on a l'habitude de faire une IRM. Donc, on trouve ça chronophage de transférer le patient secondairement au scanner. Et pour certains de nos patients ici, on a pu le faire parce qu'on a fait scanner angioscanner plutôt que de faire une IRM. Si vous avez l'habitude de faire scanner angioscanner pour l'AVC, c'est facile de faire un scanner thoracique dans le même temps. Et ça, on trouve que c'est fiable. C'est encore une fois très peu de patients, on ne peut pas généraliser cette démarche, mais en tout cas, si vous avez un conseil à prendre sur cet article, s'il y a un truc à retenir, c'est que tous nos patients avaient des opacités thoraciques, mais par contre, les symptômes, ce n'était pas du tout fiable. Alors, pour ce qui est de la clinique, est-ce qu'ils sont plus graves que les autres ? Dans ce qu'on a observé, nous, il n'y a pas d'études statistiques parce que c'est trop peu de patients, on a 10 patients, c'est trop faible. Le NIS était un peu plus important. 22 contre 16 pour les patients non Covid. J'attire votre attention sur ce point puisqu'après, on va en parler pour le pronostic. Les patients Covid-19 dans notre série, on ne sait pas pourquoi et c'est probablement un effet du hasard puisqu'on n'a que 10 patients, mais en tout cas, leur délai de prise en charge était beaucoup plus court. On est sur moins de 2 heures entre le début des symptômes et l'imagerie pour le groupe Covid contre presque 3 heures dans le groupe non Covid. Donc ça va être très important pour ce qu'on va détailler après. Je reviendrai dessus, mais en tout cas, ces patients-là ont eu des prises en charge plus courtes. Ce n'est pas parce que les patients étaient déjà hospitalisés. Il n'y avait que 3 patients d'hospitalisés et c'est vraiment une tendance globale. Les délais étaient plus courts chez les patients Covid que chez les patients non Covid. 50% d'entre eux ont eu la thrombolyse, donc ça fait 5 sur 10. Encore une fois, il y en a 4 qui étaient déjà anticoagulés.
Le dernier, je ne sais plus pourquoi il n'a pas été thrombolysé. Mais en tout cas, délai de prise en charge court, thrombolyse dans 50% des cas et un IS un peu plus élevé que les autres. Ce qu'on a vu en imagerie sur cette série de 10 patients, c'est que 50% des patients avaient des occlusions multiterritoires, c'est-à-dire une occlusion proximale de l'artère cérébrale moyenne plus une autre occlusion associée, soit de la cérébrale postérieure, soit de la cérébrale antérieure. Pour ce qui est des temps de prise en charge, pour ce qui est des temps de prise en charge, au total, entre le début des symptômes et le moment où on a recanalisé le patient, on était à 300 minutes en médiane chez les patients Covid et presque 400 minutes sur les patients non Covid. Donc, le temps qu'on a gagné au début sur le diagnostic, on l'a gardé sur la fin, sur la prise en charge. Donc, les patients Covid-19 dans notre série, pour les 10 premiers patients, ils ont été pris en charge beaucoup, beaucoup plus vite que les patients non Covid-19 de la même période à laquelle on a fait la série. Ce qu'on a observé, et qui est probablement déjà une conséquence du fait que la moitié des patients avaient plusieurs occlusions, on n'a eu aucun premier passage, c'est-à-dire aucun patient pour qui on a recanalisé les artères cérébrales du premier coup. Évidemment, quand ils ont plusieurs territoires d'atteinte, ça paraît difficile, mais on a 5 patients avec des occlusions M1 et il n'y en a aucun qui a été recanalisé facilement. En médiane, on avait 3 passages, 5, donc entre 3 et 4 passages pour recanaliser les patients. Donc, on a eu l'impression que le caillot était soit plus adhérent, soit que l'artère était plus malade, mais en tout cas, il se passait quelque chose qui fait que la thrombectomie nous a semblé plus difficile. Néanmoins, à la fin, on arrive à 90% de recanalisation, donc c'est vachement bien. Encore une fois, 10 patients seulement. Mais en tout cas, on avait un temps plus court de prise en charge et 90% de recanalisation satisfaisante à la fin de la thrombectomie. Donc, des résultats qui sont très bons, des temps très courts de prise en charge, puisque 300 minutes, ça fait un temps de prise en charge relativement court, et des recanalisations satisfaisantes. Et donc là, c'est ce qui nous a beaucoup embêtés, c'est ce qui nous a poussé à publier très vite sur nos résultats. Le NIS médian à 24h25 contre 15 dans les patients non Covid. Le nombre de patients qui a récupéré le lendemain ou dans les 2 jours après la thrombectomie, 0. On n'a aucun patient thrombectomisé Covid qui s'est amélioré après la prise en charge. Et on a eu 60% de mortalité intra-hospitalière. C'est-à-dire que cette série, elle a été écrite globalement 15 jours après le 10e patient inclus. C'était soumis et on avait déjà 60% de mortalité. On n'a pas le MRS à 3 mois, mais je pense que c'est suffisamment parlant d'avoir 60% de mortalité intra-hospitalière pour des AVC et 0% d'amélioration dans les suites de la thrombectomie, alors qu'il y en a 90% qui ont été bien recanalisés. Pour ce qui est des causes du décès, on a quand même 2 de nos patients qui sont morts d'un sepsis, donc d'un Covid-19 grave. C'est des patients qui ont décompensé d'un point de vue respiratoire au décours de l'hospitalisation pour l'AVC. Donc au moment de l'AVC, ils ne sont pas catastrophiques, mais dans les jours qui suivent, ils se sont aggravés. Et 40% de patients qui ont réocclu en intracérébral dans les 24 heures qui ont suivi leur thrombectomie. 0% de transformation hémorragique. Alors après, les taux de transformation hémorragique symptomatique sont assez faibles de manière globale. Donc pour 10 patients, c'est à peu près attendu qu'il n'y ait pas de transformation hémorragique de manière énorme. C'est quand même intéressant de voir que 50% des patients thrombolysés, 40% des patients déjà sous anticoagulants, ils sont très graves, ils font de l'ischémie, ils ont beaucoup de caillots, mais en tout cas, il n'y en a aucun qui a fait d'un saignement grave et ils ne sont pas morts de ça. Donc ça, c'est plutôt en faveur. Si on a envie de charger les patients soit en anticoagulant, soit en antiplaquettaire, soit en thrombolyse, c'est plutôt encourageant. Les patients Covid, encore une fois, il n'y a pas de publication qui a montré qu'ils faisaient plus d'hémorragie que les autres. Donc pour l'AVC, c'est pareil. Ce n'est pas des patients qui vont faire des transformations hémorragiques massives. Je reviens sur les résultats de la série de New York. Donc eux, ils avaient 32 patients Covid-19 avec un AVC ischémique. La moitié avait des AVC avec occlusion des gros vaisseaux. Ils ont aussi observé 63% de mortalité. Ça, c'est un chiffre qui nous a beaucoup marqué parce qu'on n'était pas du tout au courant de ce qui se passait à New York au moment où on a écrit notre article. On avait la crainte que quand on a écrit notre article comme on l'écrit à la hâte et qu'on n'a que 10 patients, on publie des conneries. En même temps, on avait peur que, fort de cette expérience, les autres ne puissent pas en profiter. Donc, on avait quand même envie de publier. On a des neurologues et des réanimateurs qui ont beaucoup l'habitude de s'occuper des AVC. Donc, on est 60% de mortalité, ce n'était pas normal.
Par contre, ce qui est marquant, c'est qu'à New York, ils ont eu exactement le même chiffre de mortalité pour les AVC Covid. Donc la conclusion, c'est que les AVC, au moins des gros vaisseaux avec du Covid, c'est pas bon, le pronostic, il est mauvais. Et donc l'autre message, c'est que ça arrive plutôt 6 jours en moyenne après le début des symptômes. C'est des patients un peu plus jeunes éventuellement. On ne dit pas qu'il ne faut pas essayer de les recanaliser, surtout que depuis, on en est à 18 patients et on en a quelques-uns qui se sont améliorés. Donc, on ne veut surtout pas faire croire qu'il ne faut pas essayer de les traiter. Il ne faut pas ne pas prendre un patient en thrombectomie sur la raison qu'il est Covid ou qu'il est hospitalisé pour Covid. Mais de manière globale, ces patients ont probablement un plus mauvais pronostic que les autres. Donc, nous, le message qu'on voulait passer, c'était qu'il ne fallait pas hésiter à avoir une approche pharmaceutique pour ces patients avec des antiagrégants ou autre chose, des anticoagulants, de la thrombolyse, pourquoi pas. En tout cas, nous, ça, thrombolyse, thrombectomie classique, comme pour les patients non Covid, ça n'a pas donné des bons résultats. Alors, depuis, on a un autre article en cours. C'est un article qui a traité que des occlusions M1 de patients qui ont eu une imagerie très précoce pour le Covid-19. Donc, c'est de nouveau des AVC, des gros vaisseaux avec du Covid-19 confirmé en PCR, que des patients qui ont eu de l'imagerie dans les 3 premières heures du début des symptômes, et avec au moins une occlusion M1, il n'y a pas de thrombose basilaire, il n'y a pas de choses comme ça. Ce qu'on a observé, donc, c'est beaucoup d'occlusions multiples. Là, vous avez une occlusion M1 et là, une occlusion P1, P2 chez un patient de 80 ans qui a une IRM à 2h30 du début des symptômes, un AVC ischémique de la CM, un AVC ischémique occipital, donc de l'artère cérébrale postérieure. Ici, vous avez une patiente de 45 ans avec une IRM à 2h15 du début des symptômes, une occlusion termino-carotidienne avec l'occlusion de la cérébrale antérieure et en conséquence un AVC massif, cérébral antérieur et cérébral moyen, très étendu, alors que le début des symptômes est à 2h15. Ce qu'on observe aussi, outre le fait que l'aspect est très bas, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ischémie, donc un volume très élevé, c'est qu'il y avait une charge thrombotique qu'on a évaluée par le Clot Burden Score, qui est un score qui part de 10 et qui descend jusqu'à 0. Plus on a de thrombus, plus le score est bas, un peu comme l'aspect. Vous avez des scores de Clot Burden assez bas, c'est-à-dire beaucoup de caillots, comparativement aux patients qui n'avaient pas de Covid-19 auxquels on les a comparés. Je vais vous montrer un peu plus tard. Ça, c'est des patients qui ont été inclus sur la base du scanner et vous allez voir, on voit exactement la même chose. Homme de 56 ans, hémiplégie gauche, scanner à une demi-heure du début des symptômes. C'est un patient qui était déjà hospitalisé pour du Covid-19. Donc, on lui fait le scanner tout de suite. Occlusion A1, occlusion M1. Ça, c'est un patient de 44 ans, scanner à 2h15 du début des symptômes. Occlusion M1. Ici, vous avez une occlusion A2, A3, là, derrière les diapos. Un AVC massif à 2 heures du début des symptômes. On a déjà l'impression que tout le territoire sylvien est grillé. Et donc, on a fait une étude statistique par rapport à des patients non Covid. Alors, comme malheureusement, on n'a pas pu tester tous nos patients admis pour un AVC, notamment parce qu'à cause du fait que l'hôpital était plein, on a fait beaucoup de patients sur le mode d'un aller-retour, c'est-à-dire le patient arrive au bloc, on le thrombectomise, il repart dans le centre adresseur. On a eu beaucoup de patients qui n'ont pas pu être testés de manière appropriée. Donc, ce qu'on a décidé de faire pour avoir des chiffres propres, c'est qu'on a comparé nos patients qui avaient eu une ischémie plus une PCR positive dans notre centre ou dans un centre adresseur, à comparer à non Covid-19, c'est-à-dire des patients qui étaient inclus de l'année précédente à la même période et pour qui on est sûr que le Covid-19 n'était pas présent puisque ce n'étaient pas des patients inclus pendant la période épidémique, on était loin avant. C'est que des patients qui ont eu une imagerie dans les 3 premières heures. Et donc, on a comparé les 34 patients faits en mars-avril 2019 comparativement au mars-avril 2020. Là, le NIHSS, ça ne sort pas du tout. Ils ne sont pas plus graves statistiquement, les patients Covid-19, dans les 3 heures par rapport aux patients non Covid. Par contre, ce qui est ressorti, c'est ce qui s'est passé en imagerie. Donc, c'est pour ça que nous, notre étude, on l'a focalisée sur l'imagerie. Les patients Covid-19, 50%, donc là on a un patient en plus que dans l'étude précédente pour les occlusions de territoire antérieur et précoce, 50% d'occlusions multiterritoires contre 8,8%, ce qui est un chiffre de la littérature qu'on retrouve, qui est un chiffre normal chez les patients non Covid-19. Un Clot Burden Score significativement plus bas, donc plus d'occlusions multiples, plus de caillots dans la tête.
alors que le NIHSS, ça ne sort pas. Probablement qu'avec beaucoup plus de patients, on aurait pu montrer une différence, mais en tout cas, pas pour notre étude. Et quand on s'intéresse au volume d'ischémie ou à l'aspect, selon ce que vous voulez utiliser, et bien là, la différence, elle est flagrante. Même avec aussi peu de patients, les patients non Covid qu'on prend avec une occlusion M1 et une IRM dans les 2-3 premières heures du début des symptômes, leur volume d'ischémie en moyenne, c'est 6 millilitres. Quand on prend les patients Covid, on est sur du 60 millilitres, donc c'est énorme pour des patients qui ont une imagerie aussi précoce, puisque c'est que des patients inclus avec un temps de début des symptômes connu et une imagerie très précoce. Quand on prend l'aspect, qui est l'équivalent sans la mesure de volume, c'est frappant aussi. On est à 8 sur les patients non Covid, on est à 5 sur les patients Covid. On a essayé de regarder pour les patients qui n'avaient pas des occlusions multiples, puisque c'est paraît évident que quand on a 2 occlusions, on risque d'avoir plus d'ischémie. Et là encore, ça paraît assez évident. Statistiquement, ce n'est pas ressorti. On n'est pas loin d'avoir un chiffre significatif, mais on n'y est pas. On a hâte de faire les études multicentriques avec nos collègues, là c'est en cours, pour essayer de vérifier ça. Mais probablement que les patients Covid-19, ils ont fait plus d'ischémie que les patients non Covid-19, même quand ils n'ont qu'une seule occlusion et pas des occlusions multiterritoires. Ce qui pourrait expliquer cette hypothèse, c'est ce qu'ont montré les réanimateurs sur les thromboses pulmonaires, des artères pulmonaires, c'est qu'il y a une pathologie de l'endothélium et des microthrombies, donc dans les capillaires, un problème de microcirculation qui s'associe au phénomène d'occlusion proximale. Et donc, les patients ils vont griller beaucoup plus vite leur cerveau comparativement à des patients non Covid. C'est des hypothèses. Nous, on n'a aucune autopsie qui a pu montrer ça. Je crois qu'il y a une série autopsique allemande qui vient de sortir, qui a montré ça. Je n'ai pas pu refaire la littérature cette semaine pour vous la montrer, mais je suis presque sûr qu'il y a une étude récente qui est sortie sur de l'autopsie cérébrale où on voit des occlusions avec du caillot. Ce n'est pas en conférence que je l'ai vu. Alors, c'est soit une short communication, soit un article complet. Mais il y a une série qui a montré ça récemment. Il y a plus de caillots dans la tête des patients. C'était une série très courte avec 10 ou 15 patients, mais c'est sorti, ça a été montré. Donc, notre conclusion, c'est qu'on confirme avec l'imagerie précoce que les patients Covid-19 qui ont des occlusions des gros vaisseaux cérébraux présentent des AVC plus graves. Il n'y a pas besoin de beaucoup de patients parce que c'est tellement vrai que c'est sorti avec 12 patients. Ils ont des AVC plus graves parce qu'il y a plus de caillots dans la tête et il y a plus d'ischémie, même de manière très précoce. Et donc ça sort statistiquement. On n'a pas besoin d'attendre le MRS à 3 mois. C'est des choses qui sont associées de manière connue à des pronostics péjoratifs chez les patients qui font des AVC. Nous, la seule différence, donc les patients Covid-19, ils étaient un peu plus jeunes. Et puis, il y en avait un peu plus de diabétiques. Ça, on ne sait pas pourquoi. C'est un facteur associé au mauvais pronostic chez les Covid-19, mais on ne sait pas pourquoi c'est sorti dans notre série pour les AVC. Donc à ce moment-là, on a la série chinoise qui nous dit qu'il y a 6% des patients qui font du Covid qui ont des AVC. Et donc nous, on s'est beaucoup inquiété. Donc la conclusion, c'était que s'il y a beaucoup de patients qui s'infectent par le Covid et qu'il y a 6% des Covid qui font des AVC, ça risque d'être très grave. Là, on en est beaucoup revenu. New York a sorti un chiffre à 0,9%. On n'a pas encore les chiffres définitifs en Île-de-France, mais on est probablement très en dessous du 1% par rapport aux chiffres AVC Covid versus hospitalisation. On est probablement très en dessous des 1% pour l'Île-de-France qui a été très touchée. Ce qui ressort, ça c'est l'étude multicentrique qu'on est en train de faire avec les autres centres. Là, on a tous les centres Île-de-France. C'est que le pic d'AVC Covid, qui est ici en rouge, qui a nécessité une thrombectomie mécanique, donc les occlusions des gros vaisseaux, il arrive à peu près une semaine après le pic d'épidémie, c'est-à-dire le nombre d'hospitalisations et le nombre de réanimations du Covid-19 pour l'Île-de-France. Donc, à ce moment-là, vous avez eu la 3e semaine de l'épidémie, un pic de patients en réanimation. 10 à 15 jours après, une semaine à 15 jours après, on a eu le pic d'AVC Covid et juste après, en même temps que le pic d'épidémie, ça s'est effondré. Et maintenant, on n'en a pas vu depuis plusieurs semaines. Le pic de mortalité lié au Covid, il est arrivé exactement en même temps que le pic d'AVC lié au Covid. Et donc, il est possible que dans ce pic de mortalité, on ait mélangé avec des AVC. On n'a pas du tout les chiffres Île-de-France pour l'AVC de manière générale. Nous, on n'a que nos chiffres de thrombectomie avec les centres avec qui on a l'habitude de travailler, qui font de la thrombectomie en Île-de-France. Donc, vous avez toutes les thrombectomies d'Île-de-France.
Donc, on est sûr qu'il n'y en a pas eu plus pendant la période épidémique. Par contre, on n'a pas du tout les chiffres d'AVC sans thrombectomie sur l'Île-de-France. Donc, on ne peut pas vous dire s'il y en a eu plus. Ce qui est sûr maintenant, on est en train de récupérer les chiffres, c'est qu'il y en a eu beaucoup moins que 1% par rapport au nombre d'hospitalisations liées au Covid. Donc, les patients Covid n'ont pas fait 5 à 6% d'AVC en Île-de-France. Donc, c'est plus rassurant, c'est concordant avec ce qu'on a observé à New York. Les pistes qu'on est en train d'explorer aussi, c'est celle de la composition du caillot chez les patients Covid. Est-ce que les patients Covid-19, ils ont une composition de caillot différente qui expliquerait qu'ils ont rebouché, qui font des AVC plus graves? Est-ce qu'il y a une part inflammatoire? Est-ce qu'il y a des polynucléaires neutrophiles dans ces plus de polynucléaires neutrophiles, plus de plaquettes, moins de plaquettes, plus de fibrines? Tout ça, on ne sait pas, mais on est en train de l'étudier. Vous aurez bientôt la réponse. On est en train d'écrire l'article. C'est pas du tout certain, d'accord? C'est pas évident. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie de votre attention et je vais répondre à toutes vos questions si vous en avez encore. J'ai essayé de répondre à celles que j'avais eues avant de la conférence. Alors, Bravo. oui, voilà, quand on a le micro, on peut remercier Simon Escalard de sa présentation qui est remarquable et passionnante. Même pour un vieux médecin comme moi. Est-ce que je peux me permettre juste quelques commentaires d'abord sur le début de votre présentation? Vous avez remarqué qu'il y avait une diminution du recours aux centres spécialisés pour les AVC ischémiques. Est-ce que par rapport au Covid, on pourrait se poser la question du refus ou du retard de la prise en charge des personnes âgées dans les EHPAD, qui sont très nombreux puisque c'est 48,23% des morts en France, ce sont des personnes dans les EHPAD. Alors ils sont morts soit dans l'EHPAD, soit à l'hôpital, mais l'immense majorité sont morts dans les EHPAD et je reste intimement persuadé qu'il y a beaucoup de prédispositions à des accidents vasculaires parce que des pathologies vasculaires liées à l'âge. Et d'autre part, ils n'ont pas été pris en charge et je pense qu'il y a beaucoup d'AVC qui ont été ignorés chez les personnes âgées qui étaient les principaux touchés par le Covid. Juste un dernier point, ce que vous avez remarqué, les cardiologues disent la même chose, beaucoup moins d'infarctus ont consulté, beaucoup moins de cancers chez les oncologues sont venus pour leur traitement, ont consulté pour le suivi de leur pathologie. Pareil pour les ophtalmos qui se sont rendus compte que le nombre de décollements de la rétine pris en charge avait énormément baissé pendant ces périodes, mais il y a toujours eu des décollements de la rétine. Et donc je pense que la peur de la consultation ou l'embolisation de l'accueil a fait que beaucoup de pathologies ont été négligées. Là, je remercie. Je pense que c'est des très très bonnes hypothèses. J'avais pas la notion pour les ophtalmos. Nous, je sais qu'ici, l'ophtalmologie a été complètement fermée. Donc, de toute façon, il n'y avait pas de possibilité d'accueil. Voilà. Je n'ai pas eu leurs chiffres s'ils avaient eu des diminutions pour les urgences. Pour la cardiologie, oui, on avait noté ça aussi également avec nos collègues. Nous, dans notre centre, je sais qu'on n'a pas refusé de patients par rapport à l'âge. Donc, encore une fois, en Île-de-France, on en a pris pas mal. De manière générale, les patients atteints du Covid-19, on a remarqué qu'ils étaient plus jeunes, ceux qu'on a pris en charge. Alors peut-être que, en tout cas, les patients chez qui il y avait un diagnostic de Covid-19 ou une suspicion en EHPAD ou dans certains centres, ils se sont dit l'AVC, c'est le truc de trop et on ne fera pas de prise en charge et on a été moins sollicité. Ça pourrait être une très bonne explication pour le plus jeune âge des patients qu'on a pris en charge Covid. Mais de manière générale, l'âge de nos patients qu'on a pris en charge pour un AVC, on n'avait pas le diagnostic au moment de l'AVC. Et nous, les patients, ils nous ont été adressés, pour la plupart en tout cas, de chez eux, sans diagnostic de Covid. Donc, ces différences qu'on a observées au moins pour ces patients-là, je ne sais pas. Pour la baisse d'activité globale, il est tout à fait probable qu'il y a beaucoup de patients qui ont été négligés, soit parce qu'ils étaient considérés trop graves, soit parce qu'il y avait des patients plus jeunes, notamment, qui étaient considérés pour les prises en charge en même temps. Je sais qu'il y a eu des gros problèmes de SAMU aussi. Il n'y a pas de données officielles, mais je sais de sources sûres, puisqu'on a eu beaucoup de problèmes, nous aussi, pour les joindre, qu'il y a eu beaucoup d'appels qui ont été manqués, beaucoup de difficultés pour les joindre, avec parfois une demi-heure ou une heure d'attente.
il est évident que quand il y a 1 heure d'attente, nous, on peut demander à notre secrétaire d'attendre pour prendre en charge un patient qui n'est pas urgent. Les gens qui sont en détresse, c'est très probable qu'ils n'ont pas attendu 1 heure et qu'il y a eu des soucis, tout à fait. Mais dans les régions où il y a eu beaucoup moins d'atteintes du Covid, moi je suis sur Nantes, hein, et donc vous connaissez peut-être Benoît Guillon à l'unité neurovasculaire du CHU de Nantes. Ils ont vu pareil une diminution de leur activité à peu près du même ordre que ce que vous avez présenté. Hein. Mais encore une fois, pour ce qui est des personnes âgées, puisque moi j'étais gériatre, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de prise en charge, il y a eu des refus de prise en charge. Il faut être très clair. Quand les EHPAD affolés téléphonaient en disant le monsieur qui a 90 ans, il n'est pas bien, il a fait un AVC ou il a des symptômes. L'AVC n'est pas fait à ce moment-là, c'est possible. Voilà, c'était occupez-vous de lui, accompagnez-le et on ne peut pas le prendre parce que on ne peut pas. Ouais. Même si on n'était pas dans une zone où on était très chargé en termes de Covid. Hein. Les données sur tous les AVC, hein, ça serait beaucoup plus intéressant. On est en train d'essayer de les récupérer. Ce serait évidemment beaucoup plus intéressant. Encore une fois, nous, l'âge global des patients n'a pas diminué. Les patients Covid qu'on a pris, ils étaient plus jeunes, mais l'âge global des patients qu'on a pris n'a pas franchement diminué. Alors, ça fait une période très courte, mais c'est pas ça et sur l'échelle de la France, c'est pas ce qui a été marquant, c'est vraiment la baisse d'activité. Je n'ai pas détaillé l'étude qu'on a écrite, la première là, sur la baisse d'activité, mais les patients, comparativement, ils avaient les mêmes facteurs de risque et le même âge. Donc, en tout cas, ce n'est pas ce qui a été marquant au tout début. Pour ce qui est du pic de mortalité, on avait arrêté ce registre-là d'un point de vue national. Et donc, il est possible que ça ait joué énormément. C'est forcément des bonnes hypothèses. Et moi, je suis convaincu qu'il y a eu beaucoup de patients, notamment en EHPAD, qui n'ont pas été pris en charge également. Ça me paraît certain. Alors, on a une question ici qui vient d'arriver qui nous demande qu'attendre de l'IRM de contrôle après une thrombolyse sur un AVC ischémique suivi d'une nette récupération. Je précise encore plus ma question. Est-ce qu'on explore bien ce qu'on appelle la microcirculation? Non. Alors pour nous, en tout cas, on ne l'a pas exploré du tout. Hein. Nous, c'est des hypothèses. Ce qu'on a eu l'impression, c'est que les vaisseaux, après recanalisation, ça ne circulait pas très vite. Donc on s'est dit, est-ce qu'il y a une atteinte microvasculaire? Mais c'est purement des hypothèses. Et nous, on n'a pas fait, par exemple, de perfusion à nos patients. Donc ce qui aurait pu permettre d'explorer la piste d'une recanalisation, mais pas d'une bonne reperfusion et donc d'une atteinte de la microcirculation. Nous, on ne l'a absolument pas exploré. C'était vraiment pas du tout l'ambiance, effectivement, parce qu'il y avait beaucoup de patients à cause du Covid et on faisait des protocoles très minimalistes et souvent à 24 heures. En plus, on a fait du scanner et de l'angioscanner. Il est probable que même un scanner de perfusion aurait pu répondre ou au moins apporter une part de réponse à cette question. Nous, on ne l'a pas du tout exploré et j'insiste vraiment là-dessus, c'est purement spéculatif et c'est des hypothèses sur ce qui a été observé en périphérique et au niveau des poumons notamment. Nous, c'est nos hypothèses et pour expliquer que ça rebouche exactement au même endroit chez des patients où parfois l'artère elle semblait saine, il n'y avait pas une sténose comme on peut voir chez les patients très athéromateux. Nous, c'est des hypothèses qu'on a formulées, mais encore une fois, on a très peu de patients et puis là, on n'en a plus, donc on ne va pas pouvoir explorer beaucoup plus à part sur le multicentrique et on n'a pas fait ces imageries à 24 heures qui permettraient de voir. On a fait du scanner ou du scanner angioscanner. Alors, si vous voulez, moi, je vais vous donner un exemple qu'on a vu. C'est un homme jeune qui a 16-17 ans, qui est arrivé parce qu'il avait de très, très vagues douleurs. On ne savait pas très bien. On lui a fait un électro qui montrait très peu de signes, c'est-à-dire juste un tout petit signe dans le territoire latéral. On a fait quand même la troponine. La troponine est revenue à 8000. La troponine ultrasensible à 8000, avec une NT-proBNP qui est montée jusqu'à 700. C'est un homme jeune, hein, j'entends bien. Donc, on lui a fait un écho, bien entendu, et l'écho était peu perturbé. C'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'il n'y a pas une atteinte de la microcirculation très importante quand on a un Covid-19 en cours, par exemple, et que vont devenir ces patients qu'on n'a pas vus justement au démarrage parce qu'ils n'ont pas fait un infarctus du myocarde, un vrai infarctus du myocarde avec tous les signes qu'on connaît, mais qu'ils ont fait une atteinte de la microcirculation avec une fraction d'éjection qui peut altérer pour l'instant, puis du devenir de la fraction d'éjection par la suite. C'est pour rebondir sur l'IRM de tout à l'heure. Et alors justement, ce qui est intéressant sur les patients de cardiologie, est-ce qu'on ne peut pas faire de l'IRM myocardique à ces patients, même à distance? Parce que nous, pour le cerveau, c'est foutu là maintenant, pour faire de la perfusion. Absolument, on va la refaire. Bien sûr, on va le faire à distance. On va voir s'il y a une fibrose qui s'est développée, tout ça. Juste, Reda? Oui. Moi, j'ai une question après. Voilà, nous, au début de la prise en charge en fait, du Covid, des patients AVC Covid,
on pensait, comme dans l'embolie pulmonaire, qu'il s'agit peut-être d'une thrombose focale, hein, d'accord. On pensait, voilà, c'est des cas, d'autant plus que les premiers cas étaient une rethrombose, voilà, et le lendemain, il bouge son artère, donc elle évolue sur un AVC malin et tout. Le souci, c'est qu'après, on est tombé sur des patients chez qui on a trouvé une cause. C'est un diaphragme, ça veut dire une décompensation du Covid par rapport donc, d'un facteur de risque d'AVC, ou d'autres cailloux qu'on a retirés, qu'on a trouvé un caillou blanc derrière et un caillou noir. Voilà, on sait que les deux cailloux ne sont pas de la même origine, donc peut-être une origine cardiaque pour le premier, et une thrombose focale, voilà, une extension de la thrombose, parce qu'il y a un phénomène phénomènes inflammatoires plus importants qui peuvent entraîner donc, une majoration de thrombose et surtout extension vers d'autres territoires, notamment quand il s'agit voilà, d'un thrombose qui était dans la cérébrale moyenne. Après, elle va dans la carotide, puis elle s'étend dans la cérébrale antérieure. Donc, on pensait, voilà, c'est que des hypothèses. Hein, donc, et je pense que l'étude sur les caillots va nous montrer peut-être beaucoup d'informations. Et ça, je pense que c'est une question qui sera peut-être pour les hémostasiens, c'est pour répondre à ça. Deuxième question. Et en fait, pour la thrombolyse, on a vu qu'il n'était pas efficace, en fait, en tout cas pour les occlusions de gros vaisseaux. Et est-ce que vraiment, si on est amené maintenant en fait, à prendre en charge un Covid, est-ce qu'on fait la thrombolyse? Est-ce qu'on fait d'autres médicaments anticoagulants Oui. Voilà, une anticoagulation plus efficace comme avant? Est-ce que voilà. Donc, j'aimerais bien vraiment. C'est une super question, effectivement, parce que moi, la question que j'allais poser, moi, c'était quelle a été la prise en charge au décours, finalement, de la thrombectomie chez ces patients? Est-ce que c'était une prise en charge classique par antiplaquettaire ou est-ce que vous avez eu des associations anticoagulants antiplaquettaires pour certains? Surtout que, in fine, vous n'avez pas des patients qui ont des profils, disons, à risque cardiovasculaire, comme on a décrit chez les malades en réanimation. Là, par exemple, chez nous, à Tenon, les malades, ils étaient cognés au niveau hypertension, diabète, athérosclérose, etc. Donc, il y avait des antécédents quand même cardiovasculaires assez notables. Et chez vous, non, les malades sont plutôt jeunes. Et donc, l'idée, c'est certainement, puisque l'évolution disons, d'AVC que vous avez observé était chez des malades qui n'étaient pas tellement sévères au plan de la Covid-19, quoi, et qui n'avaient pas les critères d'oxygénation, machin, en tout cas de sévérité clinique qui sont décrits dans la Covid-19. Donc, il y a vraiment, aujourd'hui, on a vraiment l'impression que la réactivité endothéliale, microcirculatoire, notamment cérébrale, est très particulière par rapport à ce qui a été décrit dans d'autres territoires. Donc, je pense que les maladies, elles sont très polymorphes. En tout cas, cette maladie est très polymorphe. Et certainement qu'elle fait appel à probablement d'autres phénomènes, en tout cas de la coopération qui aboutit de toute façon à une hyperviscosité et une occlusion vasculaire. Donc, mais derrière, est-ce que la démarche et la prise en charge, la thrombectomie, bien sûr, reste miraculeuse, très intéressante et importante chez ces patients, mais derrière, elle doit être assortie probablement d'une prise en charge un peu plus globale. Mais tout le problème maintenant, c'est d'arriver à mettre en place des stratégies qui soient validées et qui soit avéré optimal. Donc, je ne sais pas, vous avez fait quoi? Est-ce que vous avez continué à mettre une disons, thérapie antiplaquettaire? Vous avez mis anticoagulant? Je ne sais pas. Chez nos patients, on a tout essayé, au fait. Voilà. Pour ces patients, donc, d'ailleurs, voilà, du fait du phénomène inflammatoire, donc on pensait que quand même, que c'est des patients qui vont avoir en fait, un œdème, non seulement rajouter de l'inflammation qui est liée au Covid. Il y a eu certains patients, en fait, on va dire tous les patients, certains patients ont bénéficié d'antiagrégation et certains patients ont bénéficié d'anticoagulation efficace, d'accord. Donc Simon d'ailleurs a fait donc un des patients où elle a mis un antiagrégant fort et malgré donc le cangrelor, le lendemain le patient à l'arrêt, il a retrombosé son artère, donc c'est avec juste un switch, il me semblait. Donc, l'antiagrégation, donc c'était pas, en fait, voilà, même l'antiagrégation, là, sur ces patients n'est pas efficace. Après, est-ce qu'il faut le débuter dès le départ de la prise en charge, voilà, sans passer par la thrombolyse directement, faire d'autres médications, parce qu'on sait que maintenant, voilà, que la thrombolyse ne marche pas dans ces conditions, d'autant plus avec une charge thrombotique aussi importante. Alors,
justement, ce qui est intéressant, c'est que, là, encore une fois, la thrombectomie mécanique, derrière, doit être, est assortie donc, dans un lit vasculaire un peu susceptible et très sensible à la nécessité d'une inhibition de la thrombine. Si vous utilisez du cangrelor, qui est réputé comme étant un puissant antiplaquettaire en ADP, machin, etc., donc réversible, truc, l'idée, c'est que, in fine, on ne va réussir à inhiber que 30% de la génération de thrombine avec une stratégie antiplaquettaire bien verrouillée. D'accord ? Donc, je pense que le traitement anticoagulant, en tout cas un traitement antithrombinique, s'avérerait peut-être beaucoup plus, disons, pacificateur de ce compassion vasculaire incendiaire qu'un traitement antiplaquettaire aussi parentéral et aussi, disons, puissant puisse paraître. Donc, c'est pour ça que je ne sais pas si vous utilisez des anticoagulants, vous utilisez plutôt de l'HNF, de l'héparine non fractionnée ou plutôt de l'héparine de vapomoléculaire? De l'HNF, toujours Oui. pour cette demi-vie Plutôt courte. après, tous nos patients n'ont pas eu de l'héparine à dose curative. Hein. Il y en a 4 qui ont été anticoagulés dès le début parce qu'ils avaient des raisons d'être anticoagulés d'un point de vue respiratoire ou pour le cœur. Les autres patients, on ne les a pas anticoagulés de manière systématique. Hein. C'était soit il y avait une raison respiratoire par rapport au Covid de les anticoaguler, sinon c'était aspirine à 24 heures au début. Hein. On ne savait pas du tout ce qu'on faisait. On ne savait pas que c'était des patients différents et dans le doute, on les a traités de la même façon. Hein. C'est pas... Et après, malheureusement, effectivement, comme Céline dit, on a un peu essayé plusieurs choses. Il y a des patients qui ont eu des anticoagulants, des patients qui ont eu du cangrelor, des patients qui ont eu aspirine Plavix. Avec 10 patients, malheureusement, si on a eu 2 de chaque ou 3 de chaque maximum, on va rien pouvoir conclure. C'est pour ça que ce sera très intéressant en multicentrique avec plus de patients pour voir un peu ce qui a été fait si on arrive à trouver des pistes. Nous, on n'en a pas. C'était la conclusion de notre premier article, justement. On ne sait pas du tout ce qu'il faut faire. Mais c'est probablement la piste à explorer. Absolument. Mais ce qui serait très bien, c'est d'essayer derrière, même si finalement vous avez peu de malades. Mais si jamais vous arrivez à caractériser ceux qui ont reçu les antiplaquettaires et l'héparine, etc., c'est d'essayer de voir en fait sur différents critères, à la fois sur le profil des malades, mais également sur le site lésionnel, sur les types de lésions, quelles étaient les comorbidités associées, etc. Je pense que ce sera déjà très intéressant parce que nous, vous savez, nous, à Tenon, par exemple, on n'a pas été particulièrement agressif en matière de gestion anticoagulante, hein. Mais parce que on a surveillé les malades et les malades répondaient quand même sur des critères et des marqueurs d'hypercoagulabilité, répondaient. Certains ne répondaient pas et c'est effectivement avec cette approche plus dynamique qu'on a ajusté un peu les choses. Donc aujourd'hui, je ne pense pas qu'il faille d'emblée mettre une espèce de traitement générique à tout le monde. Je pense qu'il y a des patients qui seront peut-être beaucoup plus susceptibles que d'autres à une gestion peut-être multifocale de cet orage vasculaire, parce que ce qui est certain, c'est que ces malades-là ne vont pas répondre à de l'aspirine seule, je ne pense pas. Ouais. En revanche, une association anticoagulant antiplaquettaire chez certains devrait être un peu plus efficace, compte tenu de ce qu'on sait aujourd'hui, ce véritable orage vasculaire qui est chez ces malades, c'est certain. Je m'excuse, d'abord je voudrais vous remercier, mais j'ai un autre rendez-vous à 20h30 et donc je vais être obligé de vous abandonner, mais moi je voudrais remercier pour tout ce que vous m'avez appris, c'était passionnant. J'aimerais avoir le plaisir de vous retrouver d'autres fois pour discuter de la suite, de l'évolution et du devenir des patients qui ont survécu dans la série de Simon Escalard. Voilà, excusez-moi de vous quitter un petit peu plus tôt, mais j'ai un rendez-vous à 20h30 et je suis obligé d'y aller. Bonne soirée à tous et puis continuez bien votre réunion. Merci. Bon courage à l'Ouest. Bon courage. Merci. Au revoir. En tout cas, bravo, c'était lumineux, superbe. Bravo, hein. Bravo pour cette belle expérience, parce que je pense qu'on était sur le terrain et c'était riche d'enseignements, vraiment. Monsieur Lamani, je souhaiterais, ce que vous aviez déjà dit la fois dernière m'avait fait comprendre qu'il aurait fallu mettre un traitement préventif assez puissant, héparinothérapie, chez tous les malades Covid qui présentaient des risques, quels qu'ils soient d'ailleurs, pulmonaires ou artériels ou autres. Pourquoi ça ne se fait pas préventivement, systématiquement ?
Parce que le gros problème, c'est celui-là, en fait. Ce n'est pas tant l'infection respiratoire, c'est l'hypercoagulabilité. Absolument, vous avez entièrement raison. Aujourd'hui, il y a des recommandations qui existent sur ce qu'on appelle les malades médicaux aigus hospitalisés. Donc, cette définition du malade médical aigu hospitalisé est 100% celle du malade Covid-19 qui est hospitalisé. Ouais. Mais les gens ne les voyaient pas comme ça. Donc, en gros, c'est que la vision n'est pas correcte et donc la prise en charge est incorrecte. Aux États-Unis, à New York, parce qu'ils ont des chiffres qui sont quand même beaucoup plus larges que les nôtres, à New York, quand ils ont publié dans Circulation donc, leur première cohorte, donc, pour pratiquement plus de 20 000 malades, hein, ils étaient moins de 30% en réanimation à recevoir un traitement anticoagulant. Moins de 30%, alors que les malades ils étaient intubés. Donc, en Chine, ils sont 10% à avoir reçu une anticoagulation. 10%. Donc, il est certain que ici en France, on a une culture de la prophylaxie anticoagulante, donc on est meilleur. Le souci, c'est que effectivement, il y a encore beaucoup de patients qui n'étaient pas hospitalisés, qui n'ont pas eu de prophylaxie et qui étaient à risque. Donc, l'ennemi, il est toujours présent même s'il n'était pas à l'hôpital. En revanche, à l'hôpital, on s'est rendu compte que les stratégies classiques de prophylaxie n'étaient peut-être pas suffisantes chez tous les malades. Et donc là, il fallait peut-être passer à des schémas un peu plus agressifs. Mais je pense que comme dans le cancer, on sait que tous les cancers ne répondent pas à un traitement classique. Je pense que là encore, cette maladie endothéliale, endovasculaire, sur un terrain particulièrement flambant chez des malades qui ont déjà des antécédents cardiovasculaires, je pense qu'elle mérite probablement une stratégie probablement en tout cas mieux étayée, mieux stratifiée et plus prolongée. Et nous aujourd'hui, on a une cohorte qu'on appelle les post-Covid. Et justement, on va essayer de voir si ces malades ils ont des séquelles plus importantes que ceux qui ne sont pas Covid en matière de thrombose, syndrome post-thrombotique avec des séquelles pulmonaires ou pas, etc., etc. Donc, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir et c'est pour ça qu'il est important qu'il y ait une espèce de travail collégial, comme vous avez initié d'ailleurs, bravo en tout cas sur la région parisienne et tout. Donc, franchement, c'est ce qu'il faut faire. C'est vraiment, vraiment l'union et le partage des données aujourd'hui va permettre d'extraire des stratégies, des attitudes un peu plus, disons, raisonnables et logiques. Et surtout, après, il va falloir qu'on les valide de manière prospective. Parce que là, c'est souvent un peu au coup par coup, au feeling. Mais voilà. Mais ce qui est certain, c'est que c'est vraiment une particularité, cette hypercoagulabilité chez ces malades, microcirculatoire, macrocirculatoire, prolongée, inflammatoire, c'est vraiment du napalm. J'ai dit la dernière fois, c'est du napalm. Donc, il y a le feu. Voilà. Mais en tout cas, j'ai appris plein de choses et je suis content d'être en région parisienne et de savoir qu'il y a des centres comme les vôtres, ça me rassure. Donc, je vais prendre vos téléphones. Donc, ça me rassure. Je vais le taguer comme ça sur ma blouse. Comme ça, si jamais on me ramasse, au moins, comment ça joue aller. En tout cas, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Vraiment, bravo. Bravo. Et bon courage, bonne continuation. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Voilà, bonne soirée à tous et merci pour votre communication qui était vraiment excellente. Voilà. Bravo. Au revoir. Allez, au revoir. Bonne continuation. Bonne continuation. Allez, à bientôt. Au revoir.